Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Dupuis. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis et je suis aujourd'hui avec mon ami Julien Dupuis. Salut Julien. Bonjour Stéphane. Pour parler d'un autre film de l'été 1990, un autre blockbuster quoi. J'avais pas percuté. Après Robocop 2. On fait que ça en fait. Voilà, c'est ça. En fait, on revient en arrière. Après 58 minutes pour vivre. Après 58 minutes pour vivre, mais ça date un peu déjà. Tu vois. Oui, d'accord. Là, c'est vraiment dans les sorties. Et Predator 2, non, c'était l'année suivante. Non, c'était la même année, pas pour nous, mais c'était la même année, mais c'est sorti à Noël. Enfin, pas Noël, mais c'est sorti à Thanksgiving, je crois, aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut faire après? Après le film qu'on va faire aujourd'hui. 48 heures de plus. C'est quoi les films? Je sais C'est pas. les Cadillac Man. C'est les films de l'été 90, quoi. Donc c'est Dick Tracy. Voilà. De et avec Warren Beatty. Exactement. Alors, disclaimer total, moi je n'aime pas le film. Ouais. Mais je trouve que t'avais pas aimé le film. Ouais. Et moi j'ai jamais aimé le film. Dès que je l'ai vu en salle, en fait, ça m'a toujours un petit peu refroidi comme film, quoi. Ceci étant dit, quand tu m'as proposé de le faire, je me suis dit mais oui, c'est brillant, c'est une brillante idée, parce qu'en fait le truc c'est que brillante idée, parce que comment dire, il y a quand même beaucoup de choses à dire. C'est un de ces films que moi personnellement je n'aime pas, mais qui quand même malgré tout en fait a énormément de travail derrière et de choses dedans qui sont assez dingues pour leur époque et même encore aujourd'hui quand tu réfléchis, quoi. Ça, et puis en plus c'est un film totalement unique et moi atypique. Je trouve que c'est un film absolument fascinant. Alors c'est vrai que moi j'aime plutôt bien le film, mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui marchent pas du tout. Je pense qu'on va être amené à en parler tôt ou tard, mais par contre en tant qu'objet c'est un truc de fou et je trouve ça très dommage que ce film ait été totalement abandonné finalement par Disney. C'est-à-dire que c'est un film qui n'est pas sur Disney+, par exemple, toujours pas. Il y a un Blu-ray, mais il n'y a pas jamais vraiment une édition un peu spéciale, un peu recherchée là-dessus. C'est super étonnant parce que c'est le plus gros succès de Warren Beatty. Ouais. Bon, après, c'est aussi son plus gros budget, je crois. Ouais, mais c'est un film qui a rapporté 100 millions, je crois, à l'époque, aux États-Unis. Ce qui est quand même énorme pour cette époque-là, quoi. Ouais, mais c'était le 9e succès de l'époque, enfin de cette année-là. Et alors il y a plein de trucs en fait, mais bon on peut brûler les étapes et parler directement de la sortie et tout. Non, pas forcément. Mais... Non mais te lancer ça, je pense que c'est pas un problème, mais c'était le 9e succès de l'époque. C'est-à-dire que c'est un été où donc pour rappel, il y avait 50 minutes pour vivre, Robocop 2, Gremlins 2, Total Recall qui était vraiment qui est devenu le grand vainqueur, mais bon, donc il y avait une sacrée concurrence, quoi. C'était encore les étés de blockbusters surchargés. D'ailleurs 2 a fait plus que Total Recall. Et ah oui, c'est vrai. Et c'est vrai? Non, je ne savais pas. Mais pas beaucoup, hein. Mais qu'est-ce que je veux dire? Mais c'est un film qui était un petit peu anachronique déjà, je pense, par rapport à ce qui se passait au cinéma à l'époque. Et ça, c'est la première chose. Encore que. Et attends, et non, surtout ce qui est intéressant, c'est que quand bien même ça a été une affaire blanche, Disney avait beaucoup d'espoir dessus, notamment en sortant. Alors ça, on l'a pas connu nous en France, mais il y a eu un merchandising de fou qui est sorti avec Dick Tracy. Et surtout, c'est un film dont Katzenberg, qui était à la tête encore de Disney à cette époque-là, s'est servi comme contre-exemple de ce que devait faire Disney dans les années suivantes. C'est-à-dire que, tu sais, il a signé peu après la sortie de Dick Tracy un mémo interne qui est devenu assez connu, qui s'appelait, j'ai noté le truc pour pas vous dire de bêtises, mais Some Thoughts on Our Business, qui est un petit peu... qui est un truc pas très bien réputé et tout aujourd'hui, mais justement où il disait, où on est le cinéma aujourd'hui, où on doit aller et tout. Et le contre-exemple qu'il citait à plusieurs reprises à l'intérieur de ça, c'était Dick Tracy. Pour plein de raisons, je pense que le film a un peu dérangé à Disney. Je pense qu'il y a eu un problème de personnes. Je pense que Katzenberg, et ça on va en venir un peu plus tard, mais Katzenberg et Beatty se sont pas forcément très très bien entendus. Je pense que Warren Beatty, de toute façon, c'est un mec très compliqué. Ça aussi, on va revenir forcément. C'est le champion des tournages à rallonge et des budgets qui explosent. Ah voilà, parce que c'est un mec vraiment qui est un peu fou, quoi. Mais c'est un contrôle fric aussi. Ce qui nous a donné aussi Dick Tracy, moi je trouve. Et donc voilà, c'est un peu la fin d'une époque. C'est-à-dire que il y a un truc dans Dick Tracy, en fait, en tout cas, quand tu vois comment le film a été créé, où tu te dis les derniers reliquats du nouvel Hollywood quelque part, ils sont un peu fracassés là. C'est marrant parce que juste après, ou quelques mois
plus tard sortira Le Parrain 3e partie, qui est pareil, qui est, je trouve, un film qui est encore une fois un héritier quelque part, ou en tout cas une extension du nouvel Hollywood, et qui va complètement se fracasser sur ce qui est devenu l'industrie du cinéma à cette époque-là, quoi. Mais alors, il y a ça, mais il y a aussi un autre truc par contre, parce qu'il faut peut-être préciser pour les auditeurs français donc, qui nous suivent, qui ne savent pas forcément ce que c'est Dick Tracy, même si je pense que voilà, c'est quand même juste pour prendre des précautions. Pour nous, en fait, Dick Tracy, c'est rien. C'est-à-dire, voilà, mais pour les États-Unis, c'est un comic strip en fait qui existe depuis les années 30. C'est ça. Voilà, qui est comment dire, que tous les gamins en fait de cette époque-là lisaient, quoi. Oui, les gamins et les adultes. Je pense que c'est pas inintéressant de revenir dessus. Tu voulais dire autre chose avant, mais... En fait, pour nous, la façon dont ça a été présenté, du coup, et c'est là où je te dis que c'était atypique, mais en même temps. C'est atypique pour le résultat final, mais en même temps, ça a été vendu comme le nouveau Batman de cette année-là. En fait, c'est-à-dire une adaptation de comics, tu vois, sur grand écran, avec un budget fastueux, des stars et tralala, quoi. Bah, exactement, c'était la même chose. C'est-à-dire avec un parti pris graphique très fort, avec Madonna à la place de Prince. Enfin voilà, il y avait beaucoup de... Al Pacino à la place de Jack Nicholson. Exactement, mais c'est la même chose. Et c'était marrant parce qu'il y avait... c'était encore une époque où les disques, les bandes originales de films accompagnés et servaient à la fois d'outils de promotion et d'extension aux revenus d'une grosse production comme celle-ci. Et c'était comme Batman, c'est-à-dire que tu avais le disque avec la musique de Danny Elfman, et c'est pas un hasard non plus, il y a Danny Elfman à la musique. Et apparemment directement hérité de Batman. Ah, clairement. Et le disque avec les chansons chantées par Madonna, écrites par Stephen Sondheim. Mais oui, pour revenir, je pense que c'est important qu'on revienne un tout petit peu effectivement sur Dick Tracy, c'est que quand il sort ce comics, il sort dans le Chicago Tribune, et c'est une petite révolution en fait à l'intérieur du comics américain. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'il y avait un comics qui était plutôt violent. Alors, toute proportion gardée, mais c'était assez violent et surtout... réaliste, quoi. Voilà, c'est ça, qui avait un commentaire, ou en tout cas qui servait d'exutoire à ce qui se passait à cette époque-là aux États-Unis, et en particulier à Chicago, évidemment. C'est-à-dire que le personnage de Big Boy Caprice, que va jouer Al Pacino dans le film au final, son prénom c'est Alphonse dans le comics, et c'est une référence directe à Al Capone. Ouais. Et tous les méchants de Dick Tracy, en fait, Dick Tracy, contrairement à ce qui se passe dans le film, affrontait en gros un ennemi par épisode. Enfin, c'était en gros ce qui se passait. Je connais moyen le comics, mais en gros, ce qui se passait, c'était ça. Et chaque méchant était la transposition grotesque, on va dire, caricaturale d'une figure du crime bien connue. Et le truc aussi, c'est que Dick Tracy était donc un flic, était dans l'action, etc., évidemment. Donc, comme The Shadow, comme Batman, enfin, comme tous ces héros qui commençaient à émerger. Sauf que la grosse différence, c'est que pareil, il bénéficiait de toutes les sciences forensiques, c'est-à-dire tous les trucs où on prend les empreintes, on étudie comme ça. Et disons, la face la plus visible de ça, c'est marrant de le citer parce que c'est complètement irréaliste, mais c'est sa montre radio, mais qui est finalement, comment dire, Chester Gould, l'auteur de Dick Tracy, il jouait avec tous les outils et les appareillages dont pouvaient bénéficier les forces de l'ordre pour stopper le crime organisé, quoi. Et il travaillait autour de tout ça. Le truc qui est important aussi sur Dick Tracy, c'est que quand bien même c'était un personnage qui n'était pas connu en France, le côté institution aux États-Unis a été nourri par la suite. C'est-à-dire que c'est un personnage qui a continué de paraître jusqu'à la fin des années 70, je crois, quelque chose comme ça. Et le cinéma, en tout cas le monde audiovisuel, a toujours cherché à adapter en fait Dick Tracy. Il y a eu plusieurs films qui sont des petits trucs noir et blanc qui n'ont pas grand-chose à voir de comic book. C'est juste que tu as un flic qui s'appelle Dick Tracy, et que dans certains, je crois qu'il a quand même la montre. Enfin bon, voilà. Ouais, c'est des éléments épars, quoi. Voilà, c'est ça. Mais tu vois, il y a Flat Top là, qui est le personnage qui est joué au final dans le film par William Forsythe, et qui a ce maquillage là qui rend sa tête complètement plate. Et dans un des films adaptés, il a juste un béret, tu vois, tout plat, par exemple, voilà. Donc il y a eu ça, il y a eu un dessin animé de UPA, qui était cette société de production de dessins animés très connue, qui faisait Mr. Magoo notamment, très connu par un style graphique tout à fait particulier, avec des formes géométriques, très abstrait en fait. Voilà, ça a été une grosse source d'inspiration pour les Super Nanas, par exemple, qui a adapté Dick Tracy dans une série qui est très mal réputée aux États-Unis parce qu'elle était très raciste apparemment. J'en ai pas vu beaucoup, moi j'avais vu juste des petits extraits et tout, mais c'est vrai que c'était c'était chaud, quoi. Tu vois, il y a des personnages asiatiques qui étaient représentés. Enfin, c'était une autre époque, on va dire. Mr. Magoo, il y a un peu de ça aussi, déjà dedans. Oui, bien sûr. Et il y a un truc qui est intéressant aussi de noter, c'est que
quand Batman est arrivé à la télévision avec la série avec Adam West dans les années 60, ils ont cherché aussi à adapter Dick Tracy de la même façon. Il y a eu un pilote qui a été tourné et tu vois, mais c'est exactement une copie de la série animée Batman. C'est-à-dire, Dick Tracy, il habite dans une maison, dans son sous-sol, il a sa Dick Tracy cave, on va dire, tu vois, avec plein de machines, avec Dick Cave. voilà. Et à la place de Robin, t'as un gamin, t'as le Kid qui était déjà dans les comics et qu'on retrouvera dans le film, qui est là aussi et qui vient l'épauler et tout. Et je crois qu'il a appelé aussi, je me demande s'il a pas aussi le téléphone ou un truc comme ça et tout. Et c'est un pilote qui ne sera jamais diffusé. Donc il y a eu un truc comme ça où Dick Tracy était très présent et il y avait déjà beaucoup de produits dérivés d'ailleurs autour du personnage et en même temps il y avait un truc qui n'était pas conclu en fait au niveau du cinéma et au début des années 80 il y a des mecs qui vont se dire non faut que ça change. Il y a des tonnes de réals qui sont, enfin c'est la base. Il y a John Landis déjà. John Landis, il y a Steven Spielberg qui a été à un moment donné pressenti. Oui, très vaguement en fait les vrais mecs qui ont bossé dessus c'est John Landis très longtemps. Qui a commencé à planter le scénario tel que nous on le connaît ensuite. C'est lui qui a écrit le Kid par exemple, c'est le gros truc qui reste de la version de John Landis. Il y a eu ensuite Walter Hill qui a bossé très longtemps en fait sur le film et c'est Walter Hill qui a ramené Warren Beatty. Enfin, c'est à ce moment-là, en tout cas, que Warren Beatty a été pressenti pour jouer le personnage de Dick Tracy. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Walter Hill a très vite senti que ça allait être très compliqué de travailler avec Warren Beatty. Et surtout, le truc apparemment rédhibitoire, c'est que Warren Beatty a voulu imposer contractuellement qu'il avait le droit de voir tous les rushs et de les juger sur le truc. Et avec un mec comme Walter Hill, on imagine que c'est pas passé, et c'est pas passé en l'occurrence puisqu'il est parti. Et après, t'as eu Richard Benjamin aussi qui a été sur le projet. Et là, à ce moment-là, en fait, le Dick Tracy devait être vraiment un tout petit budget parce que Richard Benjamin, c'était pas vraiment. Il a quand même tourné, il avait fait après le film est pas voilà, mais mais les flingues avec Eastwood et Burt Reynolds. Bien sûr, mais c'était pas du tout. Walter Hill, il avait quand même, tu vois, il faisait des doubles détentes, il faisait des gros trucs, tu vois, à cette époque-là. Et John Landis, qu'il a sorti du film, lui, d'ailleurs, c'est la 4e dimension. Hein, mais c'est pareil, John Landis, c'était quand même le mec qui était en train d'exploser, quoi, à Hollywood. Benjamin, je pense que quand il est arrivé, c'était déjà un choix de seconde zone. Et en fait, Warren Beatty, lui, a commencé à vraiment se prendre de passion, en fait, pour le film. Ça, c'est le premier truc. Et ce qui s'est passé, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, il y a eu Batman qui est sorti. Et là, Disney, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on a sous la main qui peut être un potentiel nouveau Batman. Alors, c'était tourné avant la sortie de Batman, hein, mais Batman, c'était déjà pressenti pour être le carton. Voilà, exactement. Quoi. Tout le monde le sentait, en fait, que c'était en train d'arriver. Il y avait déjà Prince qui avait signé tout. Donc voilà, mais de toute façon, c'est une évidence quand tu vois le film qu'ils s'inscrivent directement là-dedans. Quoi, voilà. Alors, toutefois, le traitement est quand même très différent. Beaucoup plus radical en fait. Ouais, bien sûr, évidemment, que le premier Batman. Hein, oui, bien sûr. Avec des tentatives, c'est-à-dire qu'il y a plus, enfin, je sais pas moi, quand tu regardes le film, en fait, ce qui est étonnant à le revoir aujourd'hui, c'est finalement de se dire qu'il y a énormément de peinture. Plus que de décor presque en fait pour les plus que de décor, mais en fait le truc pour les plans larges par exemple, parce qu'il y a toute l'idée de vendre la ville en fait, c'est-à-dire que dans Batman t'avais des maquettes partout, t'avais beaucoup de peinture dans Batman aussi, mais le truc c'est que Warren Beatty lui il est arrivé avec encore une grosse force de frappe, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure sur Katzenberg, c'est-à-dire que quand Warren Beatty il arrivait encore sur un film comme ça, il avait beaucoup de poids, c'était encore considéré comme une grosse star, et d'autant plus que il avait eu, quand bien même en tant qu'acteur, il avait eu des grosses déconvenues, hein, tu vois, à cette époque-là déjà, mais en tant que réalisateur, il avait encore une espèce d'aura de réalisateur à la fois exigeant et très rare. Et quand il a réalisé Dick Tracy, ça faisait des années qu'il avait. 10 ans, son film d'avant c'était Reds. C'est ça, en fait, Reds, c'est un film qui a été tourné sur 8 mois. C'est un film qui a une très bonne réputation à Hollywood, mais je crois qu'il n'a pas marché du tout. C'est un film qui a coûté très cher. Il a épuisé un nombre de stars incalculable. Là-dedans, apparemment, une des anecdotes, c'est qu'en fait, il avait demandé à Gene Hackman de jouer le rôle de Mumbles en fait dans Dick Tracy, et Gene Hackman lui a fait no fucking way. Ça, je retourne plus avec toi, quoi. En gros, puisqu'il avait tourné quelques scènes dans Reds et ça s'était très 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 mal passé. Donc voilà. Enfin, il y a Warren Beatty, c'est un contrôle freak. Doublé à mon sens, hein, c'est d'après ce que j'ai compris des retours d'un type qui a quand même un ego
surdimensionné, c'est-à-dire c'est quand même le bellâtre à la base, c'est le bellâtre d'Hollywood aussi, Alors, qui a une conscience politique plutôt à gauche. il est très à gauche, oui. Oui, alors après, bon, tout est relatif aux États-Unis, mais voilà, tu vois, mais et qui, comment dire. Pour moi, alors après, ça c'est vraiment à part hein, pour planter le bonhomme, quoi. Mais c'est quand même le mec qui fait pour moi des films qui sont plébiscités à Hollywood, mais qui sont relativement oubliables à chaque fois. C'est-à-dire que tous les gros films de Warren Beatty, si tu enlèves évidemment Bonnie and Clyde, hein, qui est un classique, quoi, et qui, à mon sens, est le film fondateur dans la carrière de Beatty pour faire de lui une star, quoi. C'est quand même Le ciel peut t'attendre, Shampoo. Reds, et c'est des films en fait qui sont littéralement oubliés aujourd'hui, hein. On n'en parle plus en fait. C'est vrai. Et Dick Tracy, on en parle un peu parce que c'est une adaptation, mais objectivement en fait c'est pareil, c'est pas resté. Mais le truc c'est que je pense que si un mec comme ça fait une adaptation d'un comics comme celui-ci, quelque part il doit le justifier, et c'est là aussi où est l'intérêt de Dick Tracy, c'est-à-dire que du coup lui, il va aller dans un truc complètement dingue. En fait, il y a un truc en bossant là sur le film qui m'a étonné, c'est que je me suis dit mais pourquoi personne n'a ramené en fait Dick Tracy beaucoup quand il y a eu le Sin City qui nous a été vendu en fait à l'époque comme la vraie adaptation du comics, enfin en tout cas un film qui tente de trouver un point de concordance entre la BD et le cinéma, quoi. Parce que pour le coup, Dick Tracy, il y a des vraies réflexions là-dessus, il y a des réflexions que je trouve vraiment passionnantes, avec des trucs qui sont hyper réussis, quoi. Je pense que la distinction entre les deux, c'est que en fait, quand un film comme Dick Tracy arrive en 1990, ces réflexions-là, elles sont obligatoires. C'est-à-dire, le genre n'existe pas, le genre du comic book movie. C'est-à-dire, il y avait Batman juste avant, et en fait, il y avait Superman 10 ans avant, et en gros, tout le reste entre les deux, c'était des séries Z ou de la télé, quoi. Et en fait, le souci là-dedans, c'est-à-dire, t'avais Albert Pyun qui avait fait Captain America, mais voilà, enfin, je veux dire, personne, même Albert Pyun lui-même, reconnaît pas le film comme un très bon film, quoi. Et le truc, en fait, c'est que à cette époque-là, je pense tous les questionnements en fait de comment tu adaptes une bande dessinée au cinéma, en fait, ne se posaient pas automatiquement que par le langage. C'est-à-dire que là, à mon sens, en fait, quand je regarde Dick Tracy aujourd'hui avec le recul, la vraie réflexion qui s'est faite, hein, j'ai l'impression, même s'il se pose des questions évidemment sur les maquillages, même s'il se pose évidemment des questions sur, il y a ce moment où il tabasse le mec dans la baraque au début avec la baraque qui se met à bouger, tout ça, etc., tu vois, t'as ces petits trucs là parce que c'est la source comic strip, mais en vrai, moi j'ai l'impression que sa source à lui c'est film noir en couleur. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que parce que en fait, c'est intéressant parce que justement, ils auraient pu ne pas se poser cette question-là. Oui. C'est-à-dire que quand il y a d'autres réalisateurs qui sont attachés, en tout cas Walter Hill a priori, et même au tout début quand Warren Beatty est attaché au truc, il est encore question de faire basiquement les Incorruptibles, mais pour un public plus large. Les gens de Poussin, quoi. Voilà. Non, bah justement, il y a pas, c'est pas du tout, il y a pas de question de faire ça et tout. Et en fait, c'est Warren Beatty qui lui commence à apporter ça et à avoir cette réflexion-là, en se disant, en gros, c'est des discussions qu'il a notamment avec Silbert, qui est son chef décorateur, avec qui il bosse depuis des années et des années, et en se disant, on va finalement déplacer Dick Tracy, qui se passe donc initialement au début des années 30, puisque en fait c'est vraiment une histoire d'origine de Dick Tracy. Je crois que Big Boy Capri c'est le premier ennemi, en fait, le premier adversaire de Dick Tracy dans le comics. Mais donc on va le déplacer à la fin des années 30. Et donc en fait ils vont chercher des référents graphiques en fait là-dedans. Donc la question de la BD, oui, évidemment, elle va se poser tout du long, mais le vrai truc graphique, c'est le post-expressionnisme, qui est en fait un courant artistique qui est beaucoup moins connu que l'expressionnisme et tout, qui est beaucoup plus coloré, qui reste figuratif, qui reste assez cauchemardesque encore, mais qui retrouve en fait ce truc un peu caricatural de l'expressionnisme, en fait, déjà, ce truc de... Donc eux, c'est ça, en fait, vraiment leur référence à la base, et ensuite, en se basant là-dessus, parce que dans le post-expressionnisme, tu as déjà d'utilisation de couleurs, si ce n'est primaire, en tout cas très fortes, très criardes, avec des peintures principalement très saturées, tu vois. Le budget peinture sur le film, il est tombé. Et donc, ils trouvent un point de concordance entre le fait qu'ils adaptent un comics, le fait qu'ils fassent un film Disney, parce que ça, mine de rien, ça va avoir une importance cruciale, en fait, dans le film. Et ça, je trouve que ça fait partie des choses que j'adore, moi, dans Dick Tracy. Je trouve que c'est très intelligemment fait. Et le fait, donc, qu'ils adaptent une BD. Donc, effectivement, la BD, elle est très présente. C'est-à-dire que le truc, c'est que, par exemple, si le film n'est pas tourné en 2.35, c'est
pour le cadre. Pour le cadre, essayer de voilà le truc aussi que quand Storaro arrive, parce que t'as beaucoup parlé de Warren Beatty, des problématiques avec Warren Beatty, mais alors Storaro apparemment c'était cauchemardesque aussi, si ce n'est pire. Alors Storaro, chef opérateur de Coppola. Voilà, notamment Apocalypse Apocalypse Now, voilà. De Bertolucci, Voilà. qui avait une aura incroyable à l'époque parce qu'il avait déjà été oscarisé et tout, mais qui a toujours été un mec très très dur, très compliqué avec qui bosser. Mais avec des résultats, assez certes, dingues. d'accord, mais bon, tu vois, en me documentant sur Dick Tracy, justement, j'ai appris une anecdote incroyable que j'avais jamais, pourtant c'est un autre film que je connais bien, mais apparemment sur Apocalypse Now, il est arrivé que Storaro disparaisse. Parce qu'il partait dans la forêt pour essayer de trouver les couleurs en fait qui pourraient convenir au truc quoi. Donc il avait besoin de s'immerger dans le truc et tout. Et les mecs des moi ça m'étonne pas tant que ça. Et les mecs des FX disaient en fait c'est marrant parce que c'est surtout Harrison Ellenshaw, j'en parlais très vite mais qui est un grand peintre sur verre, qui est le fils de Peter Ellenshaw, qui est une légende lui carrément de la peinture sur verre et dont la langue se délie un peu ces dernières années parce que il a pris sa retraite, il bosse plus quoi. Et il dit c'était une putain de diva italienne, mais qui suis-je pour juger Storaro, tu vois, en même temps il a ce truc là, il reconnaît le truc, mais Storaro a posé des problèmes à tout le monde et le mec ne travaillait pas en équipe surtout, c'est ça en fait le gros problème de Storaro. Et tous les mecs des effets spéciaux, au maquillage et tout ont dû souffrir les exigences de Storaro qui en plus imposer sa propre temporalité si tu veux sur le plateau. Donc c'est ça aussi le truc de Dick Tracy, c'est-à-dire que quand bien même il y a un budget officiel qui a été annoncé, je pense qu'il ne reflète pas du tout ce que le film a coûté pour de vrai. À l'époque, c'était 40. Ce qui est quand même déjà énorme pour cette époque-là. Je suis à peu près sûr que c'était le plus, quoi. Mais bon. Et donc, le truc, c'est que... C'est le budget officiel, en tout cas. Donc, ouais, voilà. Mais le truc, c'est que donc, ils vont, en partant donc du post-expressionniste de la BD, ils vont construire une espèce de pastiche de film. C'est ça aussi le truc de Dick Tracy. C'est là où on rejoint encore une fois le projet pété de Rodriguez sur Sin City. C'est-à-dire que c'est un film qui est tourné entièrement à Los Angeles, alors qu'il n'est pas du tout censé se situer à Los Angeles. On ne sait pas trop où ça se situe, mais c'est où Chicago ou New York. En tout cas, c'est pas du tout une ville comme Los Angeles. Donc, entièrement tourné dans les backlots à Universal. Et donc, effectivement, avec une utilisation extrême de peinture sur verre, un peu de maquette, mais principalement de peinture sur verre. Avec un truc qui me semble intéressant de noter, c'est que c'est la société de Disney qui fait les effets spéciaux. Et la société de Disney a toujours fonctionné, en tout cas jusqu'à cette époque-là. Après, ça va changer dans les années 90, mais jusqu'à cette époque-là, c'est des gens qui fonctionnent un petit peu en autarcie. C'est-à-dire qu'ils ont leur technique qu'ils ont développée depuis Mary Poppins, depuis 20 milieux sous les mers. Et finalement, ça a un peu bougé, évidemment, ça a un peu évolué et tout, mais pas tant que ça. C'est marrant d'ailleurs parce que Harrison Ellenshaw, donc fils de Peter Ellenshaw, qui faisait déjà les peintures sur verre, tu vois, de Mary Poppins et tout, et il fait revenir son père en fait sur Dick Tracy, notamment tu vois le plan d'ouverture là avec qui mélange maquette, prise de vue réelle et peinture sur verre. En fait il y a des portions en fait qui sont peintes par son père. Et le truc aussi de chez Disney alors je crois que c'est Buena Vista Visual Effects, un truc comme ça, leur société, c'est que les peintures sur verre ils les peignent à l'acrylique et pas à l'huile. Et en fait, ça change beaucoup de choses en fait dans la tessiture des images. C'est-à-dire que moi, je vois... C'est marrant parce que Mary Poppins, ou un peu moins 20 milieux sous les mers, ou Darby O'Gill, ou des trucs comme ça, ont souvent été cités comme des références par le réalisateur jusqu'à aujourd'hui, quoi, d'ailleurs. Mais il y en a peu, en fait, qui ont réussi à retrouver ça. Cette tessiture. Je trouve que Dick Tracy, pour le coup, oui, il retrouve ça. Mais c'est normal, c'est qu'il a le peintre d'origine, il retrouve ces techniques-là et tout. Il y a un autre truc, tu vois, qui est vachement étonnant et qui est dû à Storaro, c'est qu'à cause de la lumière de Storaro, à cause de son système de tournage et tout, parce que, tu sais, il a fait ce système de tirage en pellicule où tu as à la fois du noir et blanc et à la fois de la couleur pour avoir des noirs beaucoup plus profonds et des couleurs beaucoup plus saturées. Ils vont pas tourner sur fond bleu. Il tourne avec ça s'appelle yellow backing, donc c'est un fond jaune quoi, avec des lampes à sodium. Et en gros, le système, c'est que tu tournes ton plan et en fait, tu as un prisme à l'intérieur de la caméra. Alors la caméra, c'est une usine à gaz, c'était une vraie merde à utiliser, mais en fait, tu as un prisme qui d'un côté te fait te capte l'image en fait telle que tu lui la vois, puis d'un autre côté envoie l'image sur une pellicule noir et blanc. Et donc en fait, sans avoir de procédé chimique, tu as le cache mobile d'office en fait pendant que tu tournes.
Donc ça semble très bien comme ça et tout. Et il y a des incrustes dans Dick Tracy que je trouve dingue, quoi. Et quand tu racontes tout ça... mais tu vois, ça donne quand même... Je termine juste ça, Steph, mon truc de geekos, technicos. Non, mais du coup, ça donne quand même un truc, si tu veux, sur l'image. C'est-à-dire que le fond jaune, à part Mary Poppins, à part certains Ray Harryhausen comme L'île mystérieuse, c'est un truc qui avait complètement disparu du cinéma. Et mine de rien, je trouve que ça donne... son caractère au film et ça donne ce côté un peu, tu sais pas d'où ça sort en fait, Dick Tracy. C'est ce truc un peu anomalie, quoi, en fait. Il y a ce truc qu'en fait aujourd'hui tu te demandes, vu que le film il a été un peu abandonné, en fait si on le voit vraiment dans les bonnes conditions, parce que même en Blu-ray finalement il faut quand même retravailler un film comme ça pour que ça ressorte le mieux possible, quoi, avec les intentions initiales. Si c'est juste passé par un studio, un laboratoire en fait qui fait un master de base, tu vois, peut-être que toutes ces comment dire, finesses en fait dans le travail se perdent un peu, parce que moi je pense que mon problème principal avec Dick Tracy, mais ça c'est global, hein, c'est pas que ça, c'est que effectivement encore une fois si tu prends des bouts de trucs, tu dis c'est complètement dingue, mais à la fin je crois jamais à cet univers, moi. C'est-à-dire, en fait, c'est vraiment... Alors, là, je vais mettre... Il y a beaucoup plus, à mon sens, de travail là-dedans que dans Sin City. C'est une évidence. Non, mais c'est une évidence. Mais c'est le même problème, au final. C'est-à-dire, en fait, qui est, pour moi, je crois pas à cet univers. Il n'existe pas, cet univers. Pour moi, il est factice. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que ce serait le cas pour moi... Vas-y, finis, Steph. Non, et par exemple, si tu veux, il y a une réflexion sur la nuit. Il y a une réflexion, en fait, si tu veux, sur les intérieurs. Il y a une réflexion sur tous ces trucs-là. Et dès qu'il y a des scènes de jour en studio, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, moi, la scène où il se fait sauver par le kid et tout ça, etc., dans, comment dire, quand il est attrapé par les gangsters, là, et qu'ils l'attachent et qu'ils foutent des, comment t'appelles ça, toute la pression, là, ils font sauter la pression pour que... C'est des scènes où je me dis, mais c'est étrange, en fait, que c'est quasiment une des seules scènes de jour du film, où il y a et du coup il y a presque pas, c'est un film qui tourne dans un studio et ça se sent, en fait, tu vois ce que je veux dire, ouais, mais moi, y compris l'extérieur, hein, tu vois. Ouais, mais non, moi je suis pas tout à fait d'accord. Par exemple, dans cette scène là, je trouve qu'elle est ce sentiment que t'as et qui est que je peux retrouver aussi, est complètement contrebalancé par le travail autour de la chaudière, par exemple, qui est un pur truc de cartoon, quoi. Là, vraiment, sûr, la façon dont il est présenté. Mais à la limite, c'est pas poussé à mort, tu vois. Bon, ça me gêne pas plus que ça. Par exemple, tu vois la scène où il le rattrape, il y a un plan magnifique et aussi un mat avec un métro aérien, il rattrape le kid, en fait, et ils ont une discussion au moment où Tess, donc la compagne de Dick Tracy, lui achète des fringues, et ils ont une discussion et tout. Moi, cette scène de jour, par exemple, je la trouve magnifique, que je la trouve superbe. Et je trouve aussi que le travail de nuit avec les étoiles qui scintillent et tout, c'est vraiment super. Moi, le truc, en fait, c'est que c'est un peu claustro, en fait, comme tous ces films-là, en fait. C'est ça, en fait, mon problème plus avec Tracy. Et j'ai un autre problème aussi, c'est que je trouve qu'il y a un vrai problème de rythme. Je trouve que dans le troisième acte, notamment, il a une très mauvaise gestion, je trouve, des séquences de pur montage. Parce qu'il y a un truc qui est pas complètement réalisé, je trouve, dans le film, qui est le côté comédie musicale, qui est un peu là. Et qui est assez réussi. C'est quand même Stephen Sondheim, j'ai cité son nom, mais c'est quand même le mec qui avait fait le livret de West Side Story. Enfin, c'est pas n'importe qui, quoi. Ouais. Et je trouve que les chansons qu'il a faites pour Madonna, et même elle, moi j'ai jamais trop aimé Madonna et tout, mais la façon qu'elle a de les jouer, et je trouve la façon qu'elle a de jouer son personnage est vraiment touchant. Et là où... Tu sais comment elle a enregistré ces chansons-là, hein? Non, je sais pas. Alors ça, c'est un truc qui est assez marrant, c'est qu'en fait, elle faisait 2 prises. Ah ouais? Et en fait, en gros, si tu veux, alors c'est fait, les musicologues comprendront peut-être, moi je suis pas assez calé là-dedans, quoi. Mais en fait, elle faisait pas sa voix en studio à part. C'est-à-dire, elle le faisait avec tout le truc. Ce qui fait qu'il n'y avait pas le droit à l'erreur, elle voulait pas reprendre. C'est-à-dire que, par exemple, Sondheim m'expliquait que quand ils enregistraient des chansons avec Barbara Streisand, Barbara Streisand, elle avait pas de problème à faire, c'était la patience incarnée. Elle avait absolument aucun problème à faire 100 prises de musique et de choisir take 1, take 6, tu vois, etc., suivant ce qu'ils avaient besoin de morceau. Madonna, c'est non, ça me fait chier, j'ai pas que ça à foutre. Elle se posait, elle chantait 2 fois et il fallait que ça passe. Et du coup, tous les trucs étaient faits comme ça, quoi, tu vois. Et du coup, c'est assez miraculeux, finalement, que quelque part, quand tu connais le fonctionnement de la nana, je savais pas, que ça passe... Mais c'est bizarre parce que, tu vois, moi, je trouve... J'ai jamais trouvé que c'était une super actrice, moi, Madonna. Non, évidemment. Mais tu vois, là-dessus, en fait, le truc, c'est que... Elle non plus, je pense. Hein. Elle était avec... Elle était avec Warren Beatty à l'époque, hein, ou juste après. Sur le plateau. Ça s'est fait sur le plateau, quoi. Et mais je me rappelle, il y avait ce doc qui est sorti peu après, là, In Bed with Madonna, où tu vois, il y a une petite section avec après, c'est vrai, ouais. avec Warren Beatty là, qui était dans le doc. Et puis surtout Pacino qui joue donc Big Boy Caprice, le grand méchant. Le truc que racontait John Caglione là, qui l'a maquillé, c'est que Pacino il s'asseyait le matin.
Et quand il se réveillait, c'était Big Boy Caprice. Et toute la journée, il restait en Big Boy Caprice. C'est-à-dire que quand les maquilleurs, par exemple... Mais justement, c'était très problématique. Et par exemple, si tu veux, quand les maquilleurs... un jour, les maquilleurs se rendent compte qu'ils bouffaient en fait des pâtes, des plats de pâtes. Or, il avait des prothèses sur la lèvre supérieure. Les prothèses en mousse de latex, tu vois, ça les décollait tout le temps. Donc les mecs, ils essayaient de le raisonner tout là-dessus. Et ils les envoyaient chez tout le monde. Alors, le truc, celle qui a vraiment souffert a priori de ça, dont elle a beaucoup parlé, y compris dans le making-of officiel du bouquin, c'est Madonna. C'est-à-dire qu'il l'a tapé pour de vrai. Et ça se voit, en fait, dans le film, dans les scènes de répétition. Oui, la scène où il met des gifles, là. Et des gifles et tout le temps. Et surtout, il l'a gardé tout le temps auprès d'elle. C'est-à-dire que quand Madonna était pas là parce qu'elle essayait de le fuir et tout, il l'a gardé auprès d'elle pour lui raconter des histoires, des blagues de cul en permanence et lui faire des avances en permanence et la maltraiter en permanence. Et du coup, elle se mettait à chialer et tout. Et surtout, le problème, c'est que elle était avec Warren Beatty. Et Warren Beatty... T'as du mal à croire que Madonna se laisse faire. Hein, et Warren Beatty, en fait, n'a pas pris sa défense, en fait, sur le truc. Et donc, ça l'a vraiment brisé. Et le truc, c'est... Pourquoi je raconte tout ça, c'est que moi, là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est que je peux comprendre que visuellement, au niveau de l'action, au niveau du lieu et tout, tu crois pas au truc. Moi, je trouve qu'il y a des choses qui émotionnellement fonctionnent dans le film. Je trouve que elle, Madonna, en fait, dans le film, j'aime beaucoup en fait le parcours de son personnage, j'aime beaucoup le payoff avec le truc et tout ce qui se passe avec The Blank et tout ça. J'aime beaucoup en fait tout ça. Ouais, bon, j'ose pas trop spoiler dans Stéroïde parce que je me dis qu'on fait découvrir des trucs. En tout cas, les gens savent que comment dire, le film est visible et qu'après ils veulent. Oui, bien sûr. Mais enfin bon, voilà. Je trouve que Warren Beatty, moi, j'ai jamais trouvé que c'était un acteur incroyable à part dans Bonnie and Clyde. Mais c'est surtout encore une fois, pour moi Warren Beatty. Je veux dire, à part effectivement le premier film, enfin pas le premier film, mais les premiers, voilà, c'est quand même le bellâtre d'Hollywood. C'est-à-dire que. Oui. En fait, c'était le mec qui faisait les couves de Paris Match. Il a couché avec plus de 2000 femmes, tu vois, ou je sais pas quoi. T'es là, c'était super. mais le truc, moi, je trouve que par contre, moi, ça marche le truc avec Tess, parce que j'aime beaucoup en plus l'actrice qui fait Tess, là, sa compagne. Ledley, ouais. Et je trouve que le côté, en fait, j'arrive pas à communiquer vraiment mes trucs et tout. En fait, je pense qu'il joue son propre rôle. À mon avis, le mec était comme ça et tout. Et je trouve que ça marche plutôt bien. Je trouve que le kit, ça march plutôt bien. Et du coup, c'est là, en fait, que le film me rattrape. C'est-à-dire que moi j'en ai plein la gueule en fait quand même parce que visuellement c'est pas une générosité de dingue quoi ce film. On va y venir mais il y a toute la galerie de méchants et tout ça, c'est quand même un vrai plaisir aussi. Ah ça c'est un des trucs les plus fous du film. Bah ouais, c'est quand même super quoi. C'est aussi un gros film d'action comme à l'époque, c'est-à-dire qu'il y a une fusillade à la fin avec un plan que j'adore, avec une explosion où il se tourne en continuant à tirer et puis t'as une explosion de bagnole énorme derrière lui. J'adore ce plan, je trouve qu'il pète. C'est un vrai truc de gangster. Il est trop cool. T'as mine de rien aussi plein d'idées de petites mises en scène. Par exemple, le principe, c'est qu'ils essayaient de pas bouger la caméra, ce qui était complètement porte-à-faux avec ce qui se faisait à l'époque. Je veux dire, début des années 90, c'était le moment où tous les mecs ils bougeaient la caméra comme dans tous les sens. On en avait beaucoup parlé sur ça pour vivre. Et là, non, mais c'était un truc, c'était le truc qui s'imposait et tout sur le truc. Non, mais je te rassure que Bullworth, en fait, en 98, il faisait pas plus bouger la caméra. Ah, plus dans mon souvenir. Ouais. Dans Bullworth, si, beaucoup plus dans mon souvenir. Mais bon, après, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, ce film. Mais bon, bref. Mais du coup, tu vois, il y a plein de split diopters, par exemple, dans le film. Donc, il y a des façons de composer. Les split diopters, c'est une demi-lentille, en fait, qui permet d'avoir un avant-plan. Voilà, après, d'avoir un avant-plan net et l'arrière qui est très, très net. Il n'arrête pas dans le film. Il y en a plein. Non, et puis, il cadre aussi, en fait, tu parles de Madonna qui vient le voir à un moment donné dans son bureau, tu vois. En fait, il est cadré. Il y a une couleur derrière lui, il y a deux couleurs sur le côté. Elle arrive, en fait, elle est cadrée dans l'encadreur de la porte. C'est des plans de comic strip en fait, c'est des trucs en fait où il prend le cadre dans le cadre en fait. La première fois qu'il apparaît pour de vrai, c'est-à-dire qu'il y a tout un truc pour la mise en scène de l'arrivée de Dick Tracy. Donc d'abord on le voit il prend son chapeau, on voit juste une main, la montre, enfin tous les signes avec lesquels tu peux identifier Dick Tracy. D'ailleurs je trouve que ces plans-là en fait pour te planter ce que va être le film visuellement, ça fonctionne plutôt bien, surtout que t'es après avec toute la présentation de la ville et tout. Mais la vraie première fois en fait que tu le vois, par exemple, c'est un cadre dans le cadre, c'est des mecs qui
sont dans un hangar où il y a eu un règlement de compte, et puis il y a un cadre vers l'extérieur où il y a Tracy qui est une scène de jour d'ailleurs, mais là pour le coup moi j'adore en fait ce plan, et t'as Tracy qui sort de l'intérieur de l'entrepôt. Voilà, filmé de l'intérieur de l'entrepôt, mais du coup t'as l'impression que Tracy c'est comme s'il sortait de la case en fait, et c'est la première fois que tu vois Warren Beatty qui apparaît à l'image. Ça, c'est parce qu'en fait les mecs ils ont fait ce qui est super, c'est qu'en fait les mecs rentrent dans l'entrepôt en tirant à travers le panneau, et en fait du coup ils font enfin c'est du gruyère quoi, ils font tomber le bas du panneau en fait, c'est ça, et puis ils passent à travers et ils butent tous les mecs comme ça en fait, c'est ça le truc quoi. Après tu sais que pour le rythme du film, il faut savoir aussi que le film a été coupé par Katzenberg, hein. Il a viré de 30 minutes, hein. Apparemment il y a une version de 2h15 qui existe, je savais pas ça, a été confirmée par Warren Beatty en 2002. Voir ça, quoi. Et Katzenberg en fait a dit non, tu coupes le film en fait, c'est-à-dire il faut que ça fasse 1h45. Et c'est peut-être ça en fait, c'est vrai qu'à la fin il y a plein de scènes de montage hyper bizarres. Moi j'ai toujours mis ça moi je trouve qu'elle fonctionne parce qu'en fait si tu veux la première elle est super en fait, surtout que t'as des gags, en plus t'as les journaux qui tournent. Moi il y a par exemple, tu parlais des gags de comics, mais moi il y a un gag que j'adore, c'est qu'il y a des mecs qui sont en train de voler, tu vois, puis il y a un bar et puis t'as Tracy qui sort du bar, et en fait comme Warren Beatty il est toujours premier degré, tu vois, il y a pas de machin et tout, il sort et puis il est toujours comme ça avec son côté un petit peu figé et tout, et j'adore ce gag en fait, t'as l'impression de voir un truc de cartoon quoi. Non mais c'est voilà, c'est en fait, et ça je pense que enfin moi la façon dont c'est monté, j'ai l'impression que c'est quand même pensé. Je sais pas exactement, en fait, ce serait difficile de savoir exactement ce qui est coupé, mais je pense que, à mon avis, c'est plus beaucoup de moments, comment dire, en fait, où chaque scène était plus longue à chaque fois, quoi. Tu vois, par exemple, honnêtement, la scène de réunion de tous les gangsters, elle est quand même très courte. Ouais. Quand tu vois tous les gens qu'il y a dedans, enfin, je veux dire, il y a des vedettes là-dedans, tu vois, et tu te dis, il n'y en a aucun qui réagit à part James Caan. D'ailleurs, c'est sa seule scène dans le film. Tu te dis, c'est bizarre quand même. À mon avis, ce genre de scène, elles étaient plus longues, quoi. Tu vois. James Caan a été présent très peu sur le plateau. Oui. Dit, et c'est marrant d'en parler un tout petit peu hors antenne de James Caan, mais le maquillage de James Caan, en fait, alors, John Caglione Jr. et Doug Drexler qui ont fait les maquillages d'effets spéciaux du film, et c'est le seul Oscar que le film aura d'ailleurs, c'est le meilleur maquillage d'effets spéciaux. Mais donc ce sont des élèves, c'est pas des mecs de Los Angeles, c'est des mecs de New York. Ils ont du coup toujours été un peu à part, tu vois, ils ont bossé avec Michael Mann, sur Le Sixième Sens, ils ont bossé sur Birdie. Ils ont bossé sur Zelig de Woody Allen, enfin voilà, mais jamais vraiment, tu vois, à l'époque sur des grosses prods, ils faisaient des petites séries B, Amityville 3, Chud. Très bien, Chud. Mais c'est des élèves aussi d'un autre mec qui était sur la côte Est, qui est Dick Smith, en fait. Et en fait, James Caan, sachant que John Caglione et Doug Drexler, ils avaient bossé avec Dick Smith, et sachant que Dick Smith avait fait le maquillage de Marlon Brando dans le premier Parrain, en fait, c'était un truc où ils se sont tous mis d'accord pour faire une espèce de parodie de Corleone, en fait. Avec James Caan. Avec James Caan, tu vois. Donc, il a un peu le pif à la Brando, et lui-même, la façon qu'il a de le jouer avec le chapeau et la posture et tout, il y avait un truc en fait où ils essayaient d'évoquer ça, quoi. Il y a ce truc, parce qu'on part dans les maquillages, en fait il y a ce truc donc qui est assez dingue dans le film, c'est qu'il y a littéralement tous les gens qui ont joué un gangster au cinéma, ils sont dans le film, quoi. Là t'as William Forsythe, il manque, comment il s'appelle le mec qui jouait Frank Nitti dans Incorruptible, il est pas dedans, c'est très super étonnant. Ouais. J'ai un trou d'un seul coup là sur le nom de l'acteur, mais comment t'as Paul Sorvino qui la même année donc est dans les affranchis, quand même. C'est vrai. Tu vois. T'as donc Al Pacino évidemment dans Big Boy Caprice, t'as Henry Silva, ça a failli être De Niro. C'est vrai ? Ouais, ils avaient vaguement pensé à De Niro, en fait. Ouais. Bon, après, le cabotinage, c'est pareil dans les deux sens. Hein. Moi, je l'adore, Pacino, dans le film. Je trouve génial. Tu le reconnais. En fait, ce qui est super drôle, c'est qu'il y a cette anecdote où il voulait qu'on le reconnaisse pas. Et en fait, il voulait carrément que ne pas apparaître dans la promo du film, ne pas être dans... seul maquillage, c'est son seul travail sous un maquillage à Pacino, quoi, en plus. Oui. Et apparemment, il voulait vraiment, en fait, que les gens ne savent pas que sauf qu'il disparaît pas du tout. En fait, tu vois que c'est Scarface, mais avec du latex sur la tronche, quoi. Il y a un truc, moi j'adore dans Big Boy, c'est que ils l'ont vachement grossi, tu vois, et je trouve que les épaulettes aussi. Ouais, en fait, elle est géniale. La costumière, elle a fait un boulot incroyable, je trouve, sur le film. Et ce qui était marrant, c'est que donc ils ont fait ce qu'on appelle le padding, c'est-à-dire qu'ils rembourrent en fait les costumes et tout. Et sur Big Boy, l'idée c'était que c'était hyper mal taillé, donc c'était beaucoup trop large aux épaules, mais trop serré au cul, tu vois.
Et donc il a ce truc où il est hyper enfin c'est pas facile, tu as de jouer de ça, mais moi il y a un truc avec Pacino que j'ai toujours adoré, un des nombreux trucs que j'adore chez Pacino, c'est que c'est presque un danseur, le mec. Il a une façon de bouger. Moi je me souviens que quand j'avais vu l'Impasse la première fois, il y a un plan que j'adore dans l'Impasse qui est une longue focale où il marche juste dans la rue. Bien sûr. Mais je pourrais le voir, mais j'ai l'impression que je pourrais le voir 10 En plus, il a une espèce de cape avec son truc. Là, c'est pas une cape, mais c'est un menton long. Et... Il a une façon de bouger. Il est formidable. Il est incroyable, quoi. Et je trouve que Big Boy, le côté jeu outrancier et tout, le côté danseur, en fait, c'est génial. Et cette scène dont on parlait tout à l'heure, où il maltraite Madonna, où il danse et tout autour d'elle, moi, je l'adore. Parce qu'en fait, t'as ce truc où t'as les danseuses qui sont très gracieuses, enfin, en tout cas, présentées comme ça et tout. Et lui qui fout le bordel là-dedans, mais en étant gracieux en fait dans son genre, quoi. Et Betty est complètement conscient de ça, il le travaille bien. Il y a son apparition qui est géniale où t'as toutes les meufs qui disparaissent, tu sais, du cadre, puis en fait, et qui terminent sur sa tronche. C'est un truc à la Bubsy Berkeley là, c'est ça, et qui termine sur sa tronche en gros plan, qui en plus est en train de gueuler sur tout le monde en permanence. Moi je le trouve super, il est formidable. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même, en fait, tu vois, je veux dire, tu regardes le film 2 minutes, tu sais que c'est Pacino, tu peux pas le griller, quoi. Les mecs, à mon avis, il y a quelqu'un qui lui a dit non mais Al, c'est pas la peine. Les gens vont savoir. Voilà, c'est pas la peine de te cacher, quoi. Surtout qu'à cette époque-là, à part Sea of Love qui était sorti quelques mois avant, peut-être un an, en fait, il avait arrêté le cinéma. C'est-à-dire après le bid de Révolution, il avait décidé d'arrêter le cinéma et de se mettre au théâtre, en fait. Et du coup, il avait littéralement disparu des écrans pendant quasiment 5 ans. Ouais. Donc du coup, c'est vrai que quand il a tourné ce film-là juste après Sea of Love, il aurait tout à fait pu se dire, bah voilà, je réapparais en fait maquillé, quoi. Mais t'as tout à fait raison, et tu te demandes même si ce film-là n'a pas été... Parce qu'il y a un truc tellement ludique, en fait, dans ce personnage et tout, où justement, il a le droit de faire n'importe quoi, en gros, quoi. Tu te dis, pour un acteur, en fait, avoir cette permissivité-là, parce que lui, c'est ce qu'il disait, en fait, ce qu'il a dit à Caglione et à Drexler. Il y a 2 trucs à noter sur Pacino, c'est que, contrairement aux autres méchants, et c'est faut qu'on en parle quand même des autres, mais contrairement aux autres méchants, lui, il a créé le visage, en fait, de Big Boy Caprice. C'est-à-dire qu'ils avaient une boîte avec plein de prothèses génériques, et c'est lui qui avec eux, en fait, il a essayé plein de trucs, en fait, différents et tout. Ça, c'est le premier truc. Et le truc, c'est que lui, il leur a dit, j'ai une vraie permissivité parce que je suis tellement caché, en fait. C'est tellement pas moi. Ça, c'est pour lui, c'est que je peux y aller à lui, quoi. Ouais. Oui, il y a peut-être un truc dégueu, mais je pense qu'il y a un truc quand tu joues, jouer derrière un masque. C'est tout le truc de la commedia dell'arte. C'est-à-dire que le fait que tu joues sous un max te conduit à avoir une tonalité de jeu qui est complètement différente quand tu as ton vrai visage, quoi. Après, moi, j'ai envie de te dire... Surtout pour un acteur de la méthode, il est pas vraiment moins sobre que dans, par exemple, Le Temps d'un week-end, tu vois. Le Temps d'un week-end, c'est pareil. Oui, mais le problème pour moi, c'est Le Temps d'un week-end. C'est pas bien sûr, non, mais bien sûr. Mais en plus, moi, je trouve personnellement un très mauvais film, Le Temps d'un week-end. Mais c'est de là d'où viennent les fameux hurrah, comme ça, tu sais, que tout le monde le limite avec ça, quoi, tu vois. Ça vient littéralement du Temps d'un week-end. Après, le truc, c'est que moi, je sais pas ce que t'en penses. C'est toi le spécialiste du maquillage, des effets spéciaux, des prothèses, tout ça et tout ça. Mais moi, il y a un truc que j'aime bien, en fait, dans la façon dont les personnages sont maquillés, c'est que, en fait, t'as l'impression que c'est des extensions de leur visage. Oui. Ce qui est logiquement, en fait, si tu veux, le cas en général dans un truc, mais quand tu maquilles des visages et tout. Mais là, en fait, quand tu connais toutes ces gueules-là, enfin, moi, Henri Silva, tu le grilles, quoi, tu vois, mais en même temps, il est génial son maquillage, quoi. En fait, il y a un truc qui est marrant sur Henri Silva, c'est que comme les mecs, c'était la plupart du temps, c'était la première fois qu'ils se faisaient maquiller. Attends, Henri Silva, normalement les gens voilà, c'est le mec qui se fait péter le bras par Steven Seagal et la nuque à la fin de Nico. C'est le méchant de, comment t'appelles ça, de Sale temps pour un flic. Attention, référence, tu vois. Sale temps pour un flic, en fait, c'est l'amateur de cravate colombienne. Et évidemment, grand acteur des poliziesco italiens des années. Il a une gueule un peu squelettique, en fait. Il a une gueule très osseuse. Il nous a quitté récemment, il était dans Ghost Dog aussi. Il nous a quitté récemment, hein, il est mort à 93 ans l'an dernier. Et moi, c'est un de mes seconds couteaux préférés. Ah ouais, il est génial, il avait une tronche pas possible. Et en fait, Henri Silva, quand ils l'ont maquillé, le mec a vu. Alors, il faut savoir que c'est des heures et des heures de travail sur le visage du mec et tout. Et il a gueulé. Il dit putain, je suis dans un Warren Beatty et personne va me reconnaître et tout. Il était vénère. Il sort de la caravane. Attends. Il sort de la caravane. C'est Caglione qui raconte ça. Il sort de la caravane et puis il y a un mec qui bossait pas sur le film, hein, et qui le croise et qui dit ah, c'est Henri Silva. Parce qu'effectivement. Mais alors le truc qui est marrant, c'est que à part Big Boy Caprice,
qui était très différent dans le comics. Tous ces personnages-là sont des retranscriptions quasi identiques des personnages du comics. C'est-à-dire que William Forsythe, sont bien castés, quoi. En fait, c'est ça, en fait, le truc, c'est que Warren Beatty contrôle fric, machin et tout, mais en même temps, il a quand même une certaine intelligence, et notamment, il fait un truc qui se fait jamais, quoi. C'est qu'une fois qu'il a embauché ces deux mecs qui, encore une fois, n'auraient pas dû avoir ce contrat. C'est-à-dire que quand on a su qu'il y avait Dick Tracy, Warren Beatty et tous les méchants qui allaient être maquillés et tout, ça s'est très vite su, si tu es à Hollywood, tout le monde a voulu faire le truc. Stan Winston, Rick Baker, c'était que des stars, les mecs. Eux, ils n'étaient pas des stars. Ils n'auraient pas dû être là-dessus. Ils sont arrivés là-dessus parce qu'ils avaient bossé avec John Lando, qui était producteur sur Sixième Sens, qui est aujourd'hui le producteur de Cameron, mais qui était producteur sur Sixième Sens, qui était producteur et sur lequel ils avaient bossé, et par Barry Osborne, qui est le futur producteur des Seigneurs des Anneaux, et qui, lui, avait bossé sur Cotton Club. C'est grâce notamment à eux, et puis aussi à la chef costumière, qui était celle de Cotton Club et tout. Bref. Et donc, le truc, c'est que Warren Beatty, quand il est arrivé, ce qu'ils ont fait, c'est quand il y avait les castings, ils faisaient les castings avec Caglione et Drexler, qui eux ont dit, oui, lui, on peut le transformer en tel personnage. Lui, on peut le transformer en tel personnage. Et à tel point, si tu veux, c'est qu'à un moment, Warren Beatty voulait absolument avoir Kurtwood Smith, un autre second couteau... méchant de Robocop. Méchant de Robocop, qui est un acteur génial, quoi. Et pour faire Pruneface. Et eux, ils ont dit, on peut pas Pruneface. Il a pas du tout le visage pour, la structure, alors, ça va pas... C'est comment il s'appelle, c'est le... Alors, je sais plus qui joue Pruneface, mais... C'est pas le général au début de Predator, là. C'est possible que ce soit lui, mais alors, le truc... R.J. Armstrong. Le truc de Pruneface, c'est qu'ils ont essayé d'avoir Ronald Reagan. Ah ouais. Je sais pas si tu es au courant de ça, mais aussi, vraiment, quoi. Et Reagan, il dit non. Ah, c'est Reagan qui a dit non? Ouais, apparemment, Reagan a dit non. Moi, je pensais que c'était Warren Beatty parce qu'il s'est dit non, pas ce connard de droite. En fait, ils ont essayé, en fait, vraiment d'avoir a priori Ronald Reagan pour jouer le personnage. Ça aurait été marrant parce qu'effectivement, ça aurait été un rôle. En fait, il a sa gueule, en fait. Ils sont inspirés de ça. Ouais, en plus, bon, il faut être honnête, c'était pas un très bon acteur non plus, Ronald Reagan. Donc, non, c'est sûr. Mais ouais, c'est vrai que président, ça va. Ses gueules, c'est un truc de fou. En fait, quand ils arrivent sur le film, le projet de Beatty, c'est de transformer tout le monde, en fait, comme ça. C'est-à-dire que Madonna aurait dû avoir des prothèses, avec des grosses lèvres. Lui, il aurait dû avoir le nez incliné comme ça. En fait, c'est un nez de faucon, presque. Ouais, voilà, exactement, c'est ça, comme ça, de Dick Tracy. Enfin, tout le gamin aurait dû être maquillé et tout. Et en fait, Caglione et Drexler disent non, il faut pas qu'on fasse ça. Je pense que, enfin, c'est ce qu'ils ont dit après. C'est même pas moi qui pense, mais le truc, c'est que il savait que le mec, il allait réaliser, il allait avoir le rôle principal, et c'est Warren Beatty. Donc, si en plus tu lui rajoutes du temps de maquillage et de démaquillage, c'est juste pas possible. En fait, ça devient un cauchemar pour tout le monde. Il y avait ce truc en fait où à l'époque, ça lui avait été reproché à Warren Beatty dans la presse en disant voilà, c'est parce que tu fais le beau gosse d'Hollywood, donc tu veux pas. Alors que c'est lui qui voulait être maquillé. C'est ça qui est marrant. Et ça, et surtout, il y a ce truc où ils disent non, mais l'humanité, en fait, il faut qu'on confronte l'humanité des gentils, en gros, à le côté grotesque et inhumain de ces méchants-là. Il y a des personnages, en fait, c'est marrant parce que par exemple, quand tu fais attention à ça, quand tu connais cette logique-là, moi, j'ai pas vu le film souvent, hein, c'est la 3e fois que je le vois là pour ce podcast. En fait, c'est que notamment, t'as un journaliste au début. Qui attrape Dick Tracy à la volée, en fait, à la sortie d'une scène de crime. Et qui a un phoné et tout. Et qui a un phoné, tu fais, mais alors... Oui, mais sauf que... Et tu vois, par exemple, ça pourrait être une scène coupée aussi, ça pourrait faire partir des scènes coupées, parce qu'en fait, si ce personnage-là, ils se sont fait chier à le maquiller, alors que son acolyte, pas du tout, tu te dis, c'est peut-être un méchant dans le film, en fait. Non, mais c'est vrai, il y a 2-3 trucs qui sont pas très logiques là-dedans. En même temps, c'est des silhouettes, j'ai envie de dire, et donc ils font partie du décorum quelque part. Mais tu vois, et c'est pas eux, en fait, l'émotion vient pas d'eux. Il y a un faux flic au début. Oui. Tu vois, et ce faux flic, en fait, il est maquillé. Donc, pourquoi lui, il est maquillé? Parce que c'est un méchant. Flic, voilà. Donc, en fait, du coup. Et c'est pareil avec le personnage. C'est pas étonnant que dans cette version longue, en fait, il y ait des scènes qui justifient un peu plus ça, quoi. Tu vois, il y a Dick Van Dyke aussi, autre hommage, en fait. Dick Van Dyke, pardon. Ok, autre hommage. Ouais, autre hommage, en fait, au Disney du passé, quoi, tu vois. Et lui est aussi un truc, en fait, qui le distingue de la réalité, du coup, parce qu'il y a une révélation autour de son personnage, quoi. Donc, voilà, il y a. Après, tu
vois, le mec qui est sur écoute, par exemple, il a des grosses oreilles. Ouais, en dehors du fait de dire, bon, bah, lui, c'est parce qu'il écoute, en fait, les méchants et tout. Il n'y a pas vraiment de logique non plus là-dessus. Mais c'est donc assez marrant, effectivement, de te dire que voilà, finalement, tous ces seconds rôles que t'aimes, tu les reconnais tous, quoi. Ed Horos, Paul Sorvino, le Lipu, là, c'est dégueulasse. Il est super. En plus, la présentation, c'est qu'il bouffe des traits en lustrant, des plats. Et après, il essaye de draguer le personnage de McDonald's. Ah non, c'est sa meuf à la base, puisque c'est. Bah non, il essaye de raviver la flamme. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Mais oui, bien sûr, tu les reconnais, puis t'as un vrai. Moi, je trouve que t'as un vrai plaisir. La première scène de poker, quand le kid les voit là, et puis ils ont tous. Alors, celui qui a la grosse tête, c'était un président de petit studio, je sais plus comment il s'appelle en fait, lui. Tu peux peut-être retrouver son nom, c'est Little Face ou un truc comme ça. Oui, mais alors lui, tu sais que c'est. Enfin, tu sais comment il a été fait. Oui, non, mais je sais. Ouais. Alors ça, je trouve que c'est pas très bien amené en fait. Je trouve qu'il arrive pas à le vendre. Warren Beatty. C'est une scène c'est dans la scène d'ouverture. Tu parles de celui-là, ouais. Donc il se fait dégager au bout de. Il se fait dégager tout de suite, mais même le truc, c'est que dans la BD, en fait, il a un gros crâne, il a un tout petit visage. Alors là, tu as vraiment l'impression que c'est un géant. C'est un gamin en fait. Non, c'est pas un gamin, c'est un des c'est un mec, c'est un producteur. Ah si, en fait, à la base, le corps, hein, d'après ce que j'ai compris. Alors, attention, je voudrais pas tu vois. Non. Moi, il me semblait que c'était un gamin qui jouait pour avoir la tête comme ça, qu'ils ont fait le. Non, c'est un président de studio, je retrouve pas son nom. Alors c'est. Attends, je l'ai. C'est Lawrence Steven Meyers. Ouais, et en fait, c'est un prod, lui. Vas-y, si tu cliques sur MDB, tu vas peut-être pouvoir nous renseigner. J'ai pas pris la note. Les mecs, ils font les notes en même temps. Non, leur recherche en même temps. C'est pas très grave. C'est ça. C'était un mec. Équipe de direction, producteur. Oui, c'était un gros prod en fait. À l'époque, c'était un mec qui était très, très occupé. Un exécutif, ouais. Et il avait une oreillette pour avoir son téléphone et pouvoir répondre au téléphone en permanence, quoi. Tu vois, surtout. Mais je trouve que ça, c'est pas hyper bien vendu en fait par Warren Beatty. Je trouve qu'il manque un plan en fait qui te vend vraiment l'échelle, qui te trompe sur l'échelle du truc, comme tu le vois ou de dos ou de face. Encore une fois, c'est pas grave. Quand il manque une demi-heure de film, tu vois, voilà, c'est ça. Mais je me rappelle la première fois que tu voyais donc toutes ces gueules là quand le kid les voit, et en plus je trouve que le fait que tu les vois par les yeux du gamin et que tu sois donc introduit par cet univers un peu délirant par les yeux du gamin, c'est pareil, il y a une vraie quand même réflexion à comment on te vend ça aux gens. Enfin, moi, ça va quand même vite. Moi, je trouve que ça va vite en besogne. En fait, je trouve que pour le coup, mais ça fait partie de la radicalité dont tu parles. Hein. C'est-à-dire que en gros, t'acceptes ou t'acceptes pas, quoi, presque, en fait, le film. C'est-à-dire, moi, je trouve que, tu vois, tu me dis, le présente par les gamins, certes, c'est peut-être pensé, mais c'est pas suffisant, à mon sens. En tout cas, pour t'introduire. Mais c'est pas, à la limite, de toute façon, c'est le projet du film. Hein. Il vaut mieux quelque chose de très radical et un peu fou que finalement un truc schmolasse, tu vois, comme des tonnes de films qui ont été faits depuis dans ce cadre spécifique. Mais même comme les autres films de Warren Beatty, j'ai envie de dire, quoi. Tout à fait, ouais. Pour le coup, moi, je trouve que Dick Tracy, c'est peut-être... parce qu'il y a des trips pour toi là-dedans, il y a des trips d'essai fixe, il y a des pas trips que ça, Steph, voilà. c'est que pour moi, il y a ce que j'aime en fait, c'est que je sais que t'es un petit peu communiste dans l'âme, mais et que reste ça devrait te parler. Non, c'est pas ça, c'est que c'est une vraie tentative de cinéma. C'est-à-dire que c'est ça en fait qui me fait revenir toujours sur Dick Tracy, c'est que oui, le film est peut-être pas tout à fait satisfaisant. Oui, il y a certainement des problèmes de rythme. Il y a des trucs qui manquent, donc peut-être, probablement, etc. Mais il y a une vraie proposition de Cinoche et surtout qui est unique, quoi. C'est-à-dire que je vois pas, encore une fois, cette photo de Storaro qui a posé d'ailleurs des problèmes au niveau du maquillage terrible parce que à l'époque c'était maquillage en mousse de latex, tu vois, donc c'est opaque. Et pour réussir à retranscrire quelque chose de translucide, en fait, les mecs faisaient des couches et des couches de maquillage, donc des trucs avec par exemple des veines et tout en dessous, puis recouvert avec une couleur chair un peu plus au-dessus. Et le problème c'est que la photo de Storaro faisait ressortir les sous-couches et pas non plus le truc. Et Storaro ne voulait rien entendre en fait au début, quoi, parce qu'il a fait chier tout le monde, quoi, tu vois, sur le truc. C'est un artiste. C'est un artiste. Bah voilà, avec l'accent. Et bon, après, ils s'en sont sortis, il leur a fait des miroirs spéciaux, en fait, pour les maquillages et tout, parce que bon, sinon le film serait allé droit dans le mur, hein, je pense. Hein. Au final... Donc pourquoi je disais tout ça, mais ouais, il y a quand même, je sais pas, c'est une proposition, j'ai pas d'équivalent en fait à un film comme Dick Tracy, j'en ai pas en fait, tout simplement. Et tu vois, le truc c'est que je pense qu'il y avait ça aussi, c'est que quand le film est sorti, moi j'étais encore sur la déception du premier Batman. Ça c'était pour moi qui avait été une grosse déception, quoi, à l'époque. D'autant plus que moi j'aimais beaucoup Beetlejuice et Pee-wee. Est-ce que j'ai eu Pee-wee? Je ne sais plus. Mais enfin bref, en tout cas, j'adorais Beetlejuice. Il y a plus forte raison, tu vois Edward derrière et tu te dis, ah d'accord, c'est ça le mec. Ouais, non, mais bien sûr. Et Dick Tracy, en fait,
pour moi, je retrouvais une satisfaction d'un des trucs que j'attendais du Batman de Burton, quelque part. C'est-à-dire avoir un film qui soit hyper cohérent visuellement, parce que tu parlais des scènes de jour dans Dick Tracy, là, qui tranche avec le reste, mais c'est rien à côté de l'incohérence, pour moi, dans Batman. Enfin, on n'est pas là pour parler du Batman de Burton. Non, mais je trouve que c'est un film qui est profondément incohérent au niveau je suis d'accord avec toi. J'ai le même problème, en fait, avec Batman, des gros problèmes de film schmoll, mais parce que c'est ce que c'est, surtout. Oui, tu sens qu'il y a les interférences, en fait, du studio qui sont à prendre en compte. Mais par contre, le fast... Moi, je trouve de Batman, il n'y a pas d'équipe. Enfin, je trouve que c'est plus. Je trouve ça plus fastueux dans Batman que dans Dick Tracy. Moi, j'ai toujours trouvé ça hyper cheap, le premier. Mais enfin, on n'est pas là pour parler de Batman. Moi, les décors, je les trouve magnifiques. Hein, moi, je trouve que là, pour le coup, enfin, moi, les peintures, les trucs et tout, c'est tellement beau. Moi, je vois des décors comme ça, je me dis, il y a Godzilla qui va se pointer, il va tout péter, quoi. Tu vois, Dans Batman. Ouais, tu vois. Mais moi, je trouve que visuellement, en fait, Dick Tracy, c'est ultra généreux. C'est un des derniers films aussi, un des derniers grands films à peinture sur verre. Je sais même pas s'il y a un film dans l'histoire du cinéma qui a utilisé autant de peinture. Bon, il y en a. C'est ce que je disais, en fait, ça fait partie du truc. C'est-à-dire qu'en fait. C'est génial. Oui, d'accord, mais en fait, encore une fois, je crois qu'il y a 55 peintures sur verre dans le film. Pour moi, c'est des kiffs. En fait, pour moi, c'est des kiffs, en fait, qui sont des kiffs périphériques. C'est-à-dire qu'en fait, en gros. Non, parce que ça fait partie. Tu peux te dire, waouh, tu vois, il y a là, cette peinture sur verre, elle est ouf. Waouh, ce maquillage, il est ouf. Waouh, tu vois, ce plan et tout, il est ouf. Mais. Pour moi, c'est même pas tant. En fait, à la fin, le film, il me fait chier. Vraiment, pour le coup, tu vois, Dick Tracy, quoi. Moi, je trouve qu'il y a quand même une vraie cohérence là-dedans. C'est-à-dire que s'il y a ces peintures sur verre, s'il y a cette lumière-là, s'il y a ce jeu sur les costumes et tout, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, tu vois, des costumes, mais le rendu un peu des couleurs un peu lunaires, par exemple, du personnage de Madonna, le manteau et la façon qu'il a de bouger, le manteau de Dick Tracy, moi, j'adore ça. Je trouve ça super beau, quoi. Et pour moi, il y a une vraie cohérence, en fait, là-dedans. C'est un vrai trip, en fait, ce film. De toute façon, on est d'accord que c'est un film à voir. Ça, c'est une évidence dans l'absolu parce que c'est vraiment clair. Un truc qui ressemble à rien, quoi. Ça vous laissera pas insensible. Voilà. C'est blindé de références incroyables. Si tant est qu'à un moment de votre vie, vous soyez égaré, que vous vous soyez dit Sin City, c'est finalement peut-être un film éventuellement intéressant. Mais encore Sin City 2. Moi, je préfère le 2. Ah ouais, déjà, il y a même plus. Enfin, les écrits de Frank Miller, il était déjà fini là à ce moment-là. D'accord, mais déjà, tant qu'à faire, je préfère ça. Et en plus, tu l'as vu en relief, le 2 ? Oui. Bah ouais. Moi, ça vend un peu. Ouais, mais ça, c'est pareil. C'est un trip. C'est un trip périphérique, ça aussi. Non, c'est pas vrai, Steph, parce que c'est pareil. Ça vend le principe du truc. C'est-à-dire que moi, je pense que quand bien même le mec a fait chier tout le monde et tout, je pense que la lumière de Storaro ne pourrait pas fonctionner s'il n'y avait pas ces maquillages-là, et les maquillages ne pourraient pas fonctionner s'il n'y a pas ces peintures sur verre, et ces peintures sur verre ne pourraient pas fonctionner s'il n'y a pas ce jeu sur les maquettes, et le tout ne pourrait pas fonctionner sans les chansons de Sondheim, etc. Et le truc, c'est qu'en fait, il faut savoir que chez Disney, parce que tu dis c'est un film Disney, ça a été pensé comme tel et tout, mais il faut quand même qu'on dise un truc avant de finir. Mais même Disney... En fait, c'est dit merde, c'est un peu trop pour nous, et en fait, ils l'ont balancé chez Touchstone. Alors, ça, qui est leur division, film pour adultes, tu vois. Certes, ça restait Disney, mais il n'y a rien d'autre truc. Moi, en revoyant le film, là, pour le coup, là, où tu te dis, mais que de chemin parcouru. Mais c'est vrai, hein, c'est marrant parce que entre 58 minutes pour vivre, Robocop 2 et celui-là, tu te dis, mais c'était quand même dingue, en fait, à cette époque-là. On est très loin de ça maintenant. Le film, il est cul, il est violent. Le personnage de Madonna, tu la vois carrément seins nus, enfin quasiment seins nus, elle est dans un négligé à un moment. Elle arrête pas de faire des sous-entendus sexuels. Des sous-entendus avec des scènes qui sont hyper tendues, hyper sexuelles, quoi. Mais t'en avais dans Roger Rabbit, hein. Ouais, je sais pas, Roger Rabbit. Après, c'était un dessin animé, voilà. Comment elle s'appelle Comme c'est un cartoon, Jessica Rabbit. Alors oui, bien sûr, évidemment, t'avais ça déjà dans Roger Rabbit, mais c'est un cartoon. Et puis, elle est limitée en cartoon. C'est-à-dire que c'est comme le chaperon rouge dans le Tex Avery, quelque part, tu vois. Le petit chaperon rouge. Je trouve que Madonna, et puis c'est Madonna, quoi, tu vois, surtout à cette époque-là et tout. Elle avait une image sulfureuse. Voilà, exactement. Quoi. Et puis même le film est quand même vachement violent, en fait. C'est-à-dire que pas forcément graphiquement, mais au niveau de l'action et des machins et tout, c'est. Oui, alors après ça reste 2-3 scènes, mais. Casino, quoi. Mais tu vois. Non, mais bien sûr. Ah putain, c'est Casino, on y va. Casino bariolé, quoi. Non, mais pas du tout. Mais c'est vénère. Il flingue les méchants et tout, quoi. Non, c'est sûr qu'il les tue. T'as Big Boy Caprice, il passe par-dessus bord. Enfin voilà. Par rapport, alors tu sais qu'il avait une idée pour la suite, Al Pacino. On va peut-être terminer là-dessus. Attends, mais je reviendrai après. Mais mais tu vois, le truc, c'est que encore une fois, tu vois ça et
tu réfléchis à la... Enfin, évidemment, à l'époque, Dick Tracy semblait être un film plutôt gentillet et était vendu comme ça. En fait, c'est ça qui est surréaliste, quoi. Mais aujourd'hui, enfin, c'est complètement dingue que même un département annexe, si tu veux, de Disney produise un truc comme ça, tu vois. Enfin, je trouve, quoi. Non, ça te choque non, bah en fait c'est pas ça. Je pense que ça fait. En fait, moi je pense que ça fait partie. Je pense que ça fait partie encore des espèces de reliquats de cette époque qui a quelques années auparavant. Hein, pour le coup, de Disney qui savait pas exactement ce qu'il faisait quand il produisait des films. C'est-à-dire Tron, quand c'était Tron, quand c'était Dragon Slayer. C'est une expérience. Voilà, c'est des trucs où tu te dis mais quoi, tu vois. En fait, non mais c'est ça, tout à fait. Les films ont existé parce qu'en fait t'as des mecs qui se sont dit bon bah on cherche ce que les jeunes veulent voir, tu vois. Bon là en l'occurrence je sais pas si c'est les jeunes qui veulent voir Dick Tracy. Je pense que le succès du film il est aussi dû aux vieux. Hein. C'est relatif quand même. Ouais, encore une fois, 100 millions de dollars à l'époque de sa sortie aux États-Unis. C'est pas le score de Batman, mais Batman c'était une anomalie à cette époque-là. Ouais, mais le problème en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu ce truc avec Katzenberg et surtout les produits dérivés ne sont pas vendus en fait. Et alors que les produits dérivés, tu vois, de Batman, c'était ça se vendait comme des petits pains, quoi. Tu sais qu'il y avait... Et ça, je pense que pour Disney, ça a été rédhibitoire. C'est ça qui a fait qu'il n'y a pas eu de Dick Tracy 2, quoi. Tu sais qu'il y a eu il y avait une figurine de The Blank. Ah ouais. Le personnage, ouais. Et en fait, si tu veux, tu l'as... Et c'était avant, parce que toutes ces figurines-là, ils les vendent 2 ou 3 mois des fois avant la sortie. Et qui révélait le twist que tu n'as pas révélé. Et qui révélait le twist du film. Du coup, en fait, les mecs ont dû l'enlever des rayons. Tu vois, la figurine n'existait plus aux États-Unis, mais au Canada, en fait, elle était encore disponible. Ah ouais, d'accord. Et du coup, en gros, si tu veux, elle se vend maintenant aujourd'hui à $2000 ou un truc comme ça, parce que en fait, c'est devenu un collector, quoi. Tu vois, et t'avais effectivement la révélation que, bah, en fait, The Blank, c'est Warren Beatty. C'est Dick Tracy, en fait, tu vois. Il est malin. Ah là là, tu vois. En fait, c'est Big Boy Caprice. En fait, tu lui enlèves le truc et c'est le vrai Al Pacino sans maquillage. Al Pacino, lui, il voulait... Non, c'est Frank Nitti. Ça serait génial. Mais mais maquillé. Lance Henriksen. Il est pas dans le film, Lance Henriksen. Putain, merde, c'est pas normal, ouais, ça. C'est super. Mais ouais, il voulait que dans la suite, Big Boy Caprice soit employé d'un restaurant français chic. Soit serveur. J'adore cette idée. De quoi, c'est Ratatouille? Ouais, ça aurait été génial. Non, mais tu le vois et tout, en train d'érecter et tout. Enfin bref, Ce qui est drôle quand même, en fait, c'est que mine de rien... Je me demande comment il va être reçu cet épisode. Je me demande s'il y a des gens qui se souviennent du film et tout si, va marcher. C'est un film connu, hein. Ouais, je sais pas. Et puis c'est un film ça reste un film de gangster pour enfants entre guillemets, tu vois, je veux dire, mais oui, c'est un film qui a disparu. Qui est très très loin en fait du film de gangster. Enfin, je trouve que pour le coup, c'est ça aussi le truc, c'est que le film de gangster, c'est noir et blanc, c'est monochromatique en général. Tu vois, il y a pas de marron dans le film, il y a pas de marron, il y a pas de gris. C'est pour ça que pour moi, in fine, je pense aussi que tu parlais de post-expressionnisme, mais il y a aussi, je pense, l'idée en fait d'aller, par exemple. Cette scène finale, en fait, dans les mécanismes du pont, c'est une scène c'est Hitchcock. C'est Hitchcockien, en fait, ce genre de logique, tu vois. C'est comme pourquoi dans Batman, il monte tout en haut d'une tour pour se battre en haut, tu vois. C'est Hitchcockien. C'est les reliquats, en fait, encore une fois, c'est les restes des climax, en fait, à la Hitchcock, quoi, tu vois. Et le truc, si tu veux, c'est que il y a ce truc en fait de vieux cinéma entre guillemets, de cinéma ancien, tu vois, dans ce film. Ah ouais, clairement. Où en fait c'est comme si on mettait un coup de peinture dessus, si tu veux, et qu'on disait bon bah voilà, là, hop pour les enfants, tu vois. Non mais pas c'est pas péjoratif hein, ce que je dis. Non mais je pense qu'il y a une logique en fait de colorer le film noir, colorer le film le thriller, tu vois, colorer. Et encore une fois, tu vois, je veux dire, on a Disney, ils refont des trucs genre, tu vois, la suite de Mary Poppins ou des trucs comme ça où ils essayent de retrouver un truc de saveur des Disney d'antan, des films live, hein, je veux dire, qui ont créé un style, quoi. Et je trouve que Dick Tracy a une façon de faire ça qui est vraiment intéressante. Tu vois, je parlais des trucs, je me suis peut-être un peu trop focalisé sur les détails techniques. Mais non, mais c'est important parce que c'est des choses énormes, en fait, dans le film. Tu le ressens dans le film, tu vois, tu peux pas... Je veux dire, moi, je me rappelle que quand le film est sorti, il y a des peintures sur verre dans 51 pour vivre, il y en a dans Total Recall et tout, mais c'était pas la même chose. Il ressemblait pas à ceux de Dick Tracy. Dick Tracy c'est un film bizarre et à part. Le fait que les étoiles scintillent, c'est bizarre en fait, tu vois. Tu voyais pas ça du tout en fait à cette époque-là. Et en même temps, ça te ramène à même des trucs comme L'Apprentie sorcière, qui sont pas des très grands films de Disney, tu vois, mais ou même la série des Coccinelles ou des trucs comme ça. Et il y a une tradition, il y a un style des films Disney, et finalement, il y en a pas eu beaucoup qui ont travaillé là-dessus. Et quand tu le parlais par rapport aux films des années 80 qui recherchaient quelque chose et tout, je trouve que Dick Tracy, moi je le rapproche de tout ça. Alors, je préfère nettement Tron, par exemple, à titre personnel.
personnel, qui est un film que t'aimes pas trop non plus. Non, crois, Tron, Tron, c'est un film qui est, enfin, c'est pareil, c'est une anomalie, c'est un film complètement fou. Et en plus, quand tu réfléchis un peu à reculons, enfin, tu vois, je veux dire avec le recul sur le film, enfin voilà, c'est un film qui préfigure tellement de choses dans notre société actuelle que ah ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. Mais même, tu vois, un truc comme Le Trou Noir qui est pour le coup beaucoup moins réussi et tout, mais voilà, il y a un truc en fait aussi dans Dick Tracy où t'as ces moments magnifiques où Hollywood ils donnent beaucoup d'argent à un truc où ils sont pas sûrs, quoi. C'est génial. Des choses qui n'existent plus aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, bah pour l'instant, ouais, on n'a pas trop ça. Je pense que ça va revenir avec la crise qu'ils sont en train de traverser. Enfin, j'espère. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'Hollywood aujourd'hui? C'est un autre débat. Mais le truc, c'est que ouais, vraiment, il y a un truc là-dedans où et qui était bizarrement perturbé. T'avais pas aimé déjà à l'époque, toi, j'imagine. Moi, j'aime pas. C'était bizarrement après, perçu. Moi, je me suis indiqué. Après, c'est tout simplement parce que tu parlais de rythme, tu parlais de machin. Moi, c'est juste ces choses-là, en fait. C'est-à-dire que moi, le film. Voilà, bon après moi j'ai jamais tripé sur Warren Beatty non plus, donc en fait si tu veux c'est le mec que tu suis pendant tout le film, hein. Donc non mais bien sûr que s'il peut pas. Tu l'avais vraiment identifié à l'époque toi de la sortie du film? J'avais vu vu quelques trucs quoi, mais j'avais vu notamment moi son remake du Ciel peut t'attendre, hein. Ah oui moi aussi. Qui est vraiment pas terrible, hein. Qu'il a réalisé, hein. C'est un film qu'il a réalisé, hein. Il joue dedans aussi. Et j'avais pas vu Shampoo ou ces films là quoi, mais j'avais peut-être, ou c'était, je sais plus si j'ai vu avant ou après Bonnie and Clyde, mais c'était pas loin. Moi je l'ai vu après, voilà, ça. Voilà, et Bonnie and Clyde pour le coup, voilà, c'était une vraie entrée en matière pour lui dans le cinéma, quoi. Bon. Voilà. Comment on finit maintenant? On finit en disant qu'il a repris le rôle en 2010. C'est très bizarre. Dans un truc qui fait un peu de peine, tu vois. C'est vrai, hein. Ouais. C'est hyper étrange. Et puis en plus, tu dis, mais c'était pas une pub, c'était pour un court-métrage. Mais en c'était plus, quoi déjà le truc? Je l'avais vu à l'époque. Tu te dis, c'est quand même très bizarre. Quel est son attachement exactement à ce film? Parce qu'il n'y a rien qui peut s'apparenter de près ou de loin à Dick Tracy dans le reste de sa carrière en tant que réalisateur, j'entends. Bah, c'est même le mec, en fait, si tu veux. Et du coup, en fait. Même en tant qu'acteur, mais bizarre, à part, en fait. Encore une fois, Bonnie and Clyde, où ça peut être le rapprochement, mais le truc, si tu veux. Bah non, pas vraiment, en fait. Bah, c'est-à-dire que c'est un film de gangster. Donc bon, bref. Voilà. C'est loin. Hein. Non, mais. Il a une connexion avec le genre, excuse-moi, j'ai un peu plus que Shampoo, quoi. Tu vois. Et le truc, c'est que, en fait, ce qui se passe par rapport à ça, c'est que faut savoir que Dick Tracy, il faut savoir que Warren Beatty, lapsus, c'est aussi, même si c'est quelqu'un qui est extrêmement révéré à Hollywood, pour des raisons, moi, personnellement, qui me dépassent un peu, tu vois, parce que c'est un mec qui a planté des tonnes de films. Hein, ouais, mais il a fait l'amour à combien de femmes, tu disais? 2 ou 3 000, mais c'était ouf. Ah, bah c'est ça. Il a fait l'amour à toutes les femmes d'Hollywood. Non, mais tu rigoles. Et elles se sont dit, oh, quel amant. Mais tu rigoles, mais c'était des covers de je sais pas, et pas les trucs. Je pas de ça, moi. Moi, c'était pas Paris Match. Bah non, mais moi, ma mère, elle achetait Paris Match, donc je lisais Paris Match. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, quoi. Forcément, moi, il y avait un article sur Warren Beatty, donc je suis allé lire le truc, tu vois, à l'époque, quoi. Et c'était d'ailleurs à peu près à l'époque de la sortie de Dick Tracy que j'avais lu cet article. Oui, parce qu'en plus, je me rappelle que le fait qu'il soit avec Madonna avait été évidemment très publicisé. C'est surtout après quand elle était avec Annette Bening, elle l'a dompté. Enfin bref, tout ça. On n'est pas là pour faire comment dire la romance de Warren Beatty, mais en fait c'est un mec qui est beaucoup plus belle que Madonna. C'est un mec qui est révéré, tu vois. Oui, bah ça peut être. Bon bref, alors ouais. Mais c'est un mec qui est révéré en fait à Hollywood, mais qui est en même temps très secret. Oui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un. Je pense de son fait à lui, il reviendra pas sur Dick Tracy. Tu vois, c'est si on va le chercher, peut-être qu'il y aura une manière de. L'anecdote sur le fait qu'il y avait un film de 2h15 qui a été coupé quasiment à la dernière minute par Katzenberg, c'est un truc qu'il a révélé lui dans une interview quand les mecs lui ont posé la question, hein, tu vois. Et c'est un type, par exemple, il faut le savoir, c'est un type ça devait être le Bill de Kill Bill. Et il a refusé le film. Parce qu'à un moment donné, il a dit, mais c'est un film d'arts martiaux. Et en fait, Tarantino, il fait, bah ouais, t'as lu le scénar. Et l'autre, il dit, mais ça veut dire qu'il faut que j'apprenne les arts martiaux. Et il fait, bah ouais. Et il a fait, ah non. Et en fait, c'est barré. et donc, du coup, enfin, tu vois, c'est dommage d'ailleurs. Oui, mais apparemment, la logique, en fait, c'est que plus que des référents arts martiaux purs et durs, en fait, comme il y avait avec Carradine, tu vois, il lui aurait fait jouer, en fait, un méchant à la James Bond. C'est-à-dire, ça aurait été vraiment en fait une espèce de figure à la Blofeld ou comme ça, mais évidemment plus séducteur, plus voilà quoi. Donc c'était la logique James Bond années 60, tu vois. Et voilà, oui, c'est dommage. Oui, dans un multiverse, on aurait vu on aurait vu Warren Beatty dans le rôle de Bill, quoi.
Mais je pense que c'est quelqu'un, en fait, Dick Tracy, c'est sa limite du cinéma de genre. Je pense que c'est ça le truc Oui, aussi, non, mais quoi. justement, c'est pour ça que je m'interroge en fait sur son attachement au personnage. Comme tu dis, le fait qu'il ait repris tout, c'est très bizarre en fait. Ça fait un peu de la ça- peine, surtout parce que tu vois qu'il a vieilli entre les deux, quoi. Oui, tu vois, oui, clairement, bien quoi. sûr, bah ouais, mais ouais, je sais pas. C'est aussi, je pense, un truc qui explique mon attachement au film, c'est qu'il y a un truc mystérieux en fait autour de ce film bizarre, quoi, qui sort des clous, qui a pas vraiment de legs, qui a pas vraiment créé quoi que ce soit, qui est pas très bien traité par son studio, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui a été porté par une star qui de toute façon de fait est très secrète, quoi, tu vois. Ouais. Donc ça fait partie aussi des trucs où ça m'intéresse et je trouvais ça bien de faire un stéroïde. Tout à fait, c'est une bonne. Hein Alors, la Ça raison. t'allait aussi, Alain Mercier? Faut le dire, c'est que Parfait. tu prépares un article, en fait, pour Pour Rokirama. Rocky, ouais. Bah, Donc, voilà. j'ai déjà raconté certains trucs, mais j'ai plein d'autres trucs à vous raconter. Non, évidemment, et du coup, ce sera dans le prochain numéro de Rokirama. Voilà. Exactement, ouais, dans la rubrique que je fais pour Rocky qui s'appelle Deus Ex Cinema, où je raconte la création d'un personnage ex nihilo quasiment. Donc voilà, Rokirama, les copains, Voilà, dans toutes on les bonnes salue. librairies. Salut Voilà. Johan et Camille en particulier. Voilà. Donc merci Julien. Merci Stéphane. Voilà, merci Alain, merci. T'aurais à la quel technique. maquillage prosthétique toi dans Je- Dick Tracy? Moi je sais pas, moi j'aime bien. Enfin moi à mon avis c'est tu vois le Un grec gros cul. pif. C'est le grec cul. Ça aurait été, ça Ça aurait aurait été été un très bien. Faudrait qu'on fasse un Dick Tracy capture, tu vois, Ouais, avec tous ouais. tes maquillages de malandrin comme ça. avec la marionnette d'Alain Ah bah évidemment. tu vois, qui est au milieu en fait et qui nous gère tous. Tu vois. Voilà. Merci Alain, merci à la technique. Merci Alain. Merci les gars. Voilà, et on se retrouve bientôt pour un autre épisode, peut-être un autre film des années 90, enfin un film de l'été 90, mais il n'y en a plus en fait, on les a tous épuisés là je crois. Tu vois, les On va peut-être passer à 91. Ouais voilà, mais 91 c'est pareil, il n'y avait pas grand chose, tu vois. Merde. Merde, bon on est feinté. Tu veux faire Navy Seals? Ah voilà, tu vois, c'est compliqué hein, tu vois. Bon peut-être Navy Seals, je vais essayer de le convaincre. Allez, salut à tous. Salut. Bye. Ciao.